BFM Business, BFM Crypto, le club. Il vient de nous rejoindre, Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Je vous ai vu pousser une forme de grand ouf de soulagement quand Romain Daubry nous disait qu'un potentiel était en train de se former sur le Bitcoin à la hausse. Là. Je me disais, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver comme excuse pour essayer de descendre l'écosystème, Guillaume? Aujourd'hui, ça prend 10%. Il va falloir trouver de nouvelles excuses. Je l'aurai un jour, je l'aurai. William Aurore vient de nous rejoindre aussi. Bonjour William. Bienvenue, associé cofondateur du cabinet Orwell avocat au barreau de Paris depuis maintenant 4 ans, depuis 2018. Laurent Pignot aussi avec nous, analyste pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. On est ravis de vous retrouver. Est-ce que vous voyez en effet désormais un potentiel plus clair, plus net, s'affirmer sur Bitcoin maintenant qu'on a refranchi à la hausse, Laurent, les 20 000 $? Oui, alors effectivement, les crypto-investisseurs retrouvent enfin le sourire. Le Bitcoin a mis fin à cette volatilité qui était extrêmement faible ces dernières semaines et ces derniers jours. Alors on se demandait un petit peu dans quel sens, à quelle sauce nous allions être mangés, soit un gros flash crash pour aller se faire peur en dessous des plus bas historiques, ou alors enfin repasser au-dessus des 20 000 $. Pour l'instant, c'est cette deuxième option que semble prendre le BTC en grappillant plus de 7% en 48 heures pour se situer autour des 20 800 $ actuellement. Alors attention tout de même à ce rebond technique à court terme. On peut dire qu'on navigue toujours à vue sur les marchés. On est toujours un petit peu embourbé dans un contexte macroéconomique où rien n'est joué. En réalité, le rebond du cours du marché des crypto-monnaies s'effectue dans une situation où les chiffres économiques aux États-Unis sont médiocres, la confiance des consommateurs est morose, et donc en conséquence, en quelque sorte, le marché anticipe que la hausse des taux de ces derniers mois a enfin un effet sur l'économie, que la Fed est en train de réussir à juguler l'inflation et donc qu'idéalement la Banque centrale va ralentir la hausse des taux dans les prochains mois. C'est donc un petit peu dans l'espoir de voir la Fed, d'avoir un discours et des actes un petit peu plus favorables pour le marché dans les prochaines semaines que le rebond s'effectue sur les actifs risqués notamment. Alors le Bitcoin reprend de la force en refranchissant les 20 000 $ comme nous le disions. Pour l'instant, il n'a pas encore franchi cette première grosse résistance à court terme, le niveau des 22 500 $, et puis idéalement traverser les 25 000 $ avec force et avec volume comme il le fait actuellement. Alors pour l'instant, on s'oriente bien vers ces niveaux, on frôle même les 21 000 $ actuellement. Attention à la fin de semaine qui est chargée en annonces fondamentales avec la publication d'une flopée d'entreprises, de résultats d'entreprises, la décision de la politique monétaire de la BCE et la première estimation du PIB américain au troisième trimestre demain. Et enfin, la publication de l'inflation aux États-Unis en fin de semaine. Donc attention, attendons quand même les confirmations en fin de semaine, même si c'est très positif et on peut être content de ce début de semaine pour Bitcoin. Le Bitcoin continue de monter, on est à 20 963 $ et ce qui nourrit la hausse aussi aujourd'hui, sans doute, c'est la Banque du Canada qui relève moins qu'attendu ses taux de seulement, entre guillemets seulement 50 points de base contre 75 attendus. Peut-être le signal d'une inflexion à venir des banquiers centraux en effet. Sur Ether, est-ce que vous voyez des raisons de penser qu'Ether pourrait surperformer Bitcoin sur lequel vous attendez de meilleures nouvelles désormais? Est-ce qu'Ether pourrait faire encore mieux d'après vous, Laurent? Alors effectivement, l'Ether se réveille enfin dans le sillage du Bitcoin. Il reprend plus de 16% en 48 heures et gravite au-dessus des 1500 $, après avoir végété depuis de nombreuses semaines au niveau des 1300 $. Ce qui prouve bien là aussi l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués, au plus grand bonheur des acteurs de la cryptosphère. Alors cette envolée de l'Ether a franchi une première résistance à très court terme, le niveau des 1430 $. La grosse zone à franchir est celle comprise entre 1800 et 2000 $. C'est là que le gros du morceau va se jouer pour renverser la tendance baissière sur l'Ether. Comme pour le Bitcoin, attendons les vraies confirmations fondamentales d'ici la fin de semaine. Mais on peut s'attendre à ce que l'Ether surperforme le Bitcoin, comme on le sait, lorsque le Bitcoin prend quelques pourcentages, globalement l'Ether a tendance à surperformer le Bitcoin. Actuellement l'Ether 1584 $. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Laurent Pignot, depuis les bureaux de Zone Bourse en direct. On rappelle à ceux qui souhaiteraient investir en crypto qu'ils ne doivent investir que l'argent dont ils sont prêts à se passer, l'argent que vous êtes prêts à perdre. Tout cela reste ultra spéculatif. Valentin, Meta, la maison mère de Facebook, publiera ce soir ses résultats. On sent une forme d'angoisse, d'inquiétude du côté des investisseurs. Le titre Meta est en train de reculer un petit peu, moins 3% en ce moment. Et vous avez déniché quand même un rapport consacré au métaverse, parce que malgré tout, certains continuent de penser que le métaverse a de l'avenir. Vous en faites partie d'ailleurs, Valentin. Ce rapport contient donc 10 recommandations
on rigole, 10 recommandations, et ces recommandations ont été adressées au gouvernement français. À la demande effectivement du ministère de Bercy, de la Culture et de la Transition numérique, ce rapport a été remis il y a quelques jours sur le bureau du ministre et il suggère un tas de choses parce qu'il y a plus de 150 pages dans ce rapport qui a mis 6 mois à être délivré et il y a un paquet de pistes sur lesquelles il faut réfléchir pour que le métavers soit une opportunité pour la souveraineté française et pour le développement de l'art français à l'international. Il y a 10 points qu'on a retenus sur Cryptost sur lesquels il faudrait a priori d'après ce rapport se concentrer pour l'État. On va pas tous les faire, mais l'un des points les plus intéressants, c'est au niveau des standards techniques. Il y a de plus en plus de métavers, il y en a qui sont ouverts, il y a celui de Decentraland, de Sandbox, il y a des métavers qui seront fermés ou en tout cas plus privés comme ceux de Facebook. On n'en voit pas beaucoup la couleur pour l'instant, ou en tout cas le peu qu'on voit, c'est pas extrêmement concluant. Mais ça avance dans ce sens-là, donc il faudra un standard technique sur quelle blockchain, quelle est la norme des NFT qui y sera, est-ce que ça sera un EIP particulier. Enfin, tout ça, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut avancer pour que ça puisse communiquer entre les métavers. La deuxième chose qu'on a analysé, et ça rentre en adéquation avec une news d'il y a quelques jours, qui était un Interpol qui arrive dans le métavers, c'est la capacité de la justice ou des infrastructures à intervenir dans des flux liés au métavers qui ne sont pas légaux ou en tout cas des agressions qui pourraient également y avoir dans le métavers. Il faut bien comprendre que c'est comme Internet. Au début d'Internet, on pouvait dire que c'était absurde d'avoir du cyberharcèlement. Aujourd'hui, c'est au cœur de toutes les problématiques. Il y a de plus en plus de rapports ministériels qui vont dans ce sens ou de députés qui demandent au ministre de la Transition numérique de prendre position sur ces sujets. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui sur lequel, là aussi, le rapport met le doigt. Et attention aux données personnelles également. La RGPD a été l'un des produits phares de l'Union européenne ces derniers mois, ces dernières années, comment essayer là aussi de le remettre dans ces mondes virtuels. Et puis évidemment la formation qui doit être importante. En tout cas, même si certains pensent que le métavers ne sera qu'anecdotique et que pour l'instant c'est une chimère et qu'on ne voit pas trop où ça peut aller, comme les MNBC pour certains, eh bien il faut quand même commencer à réfléchir à ces questions parce que si on se fait doubler par la tech, autant qu'on ait la capacité d'y répondre rapidement. Oui, ce rapport, donc le gouvernement l'a commandé en février dernier. 10 recommandations sont en train d'émerger et vous en avez cité quelques-unes, le détail sur Cryptost. Exactement. Évidemment, avec vos équipes, vous suivez tout cela de très très près et nous on suivra de près ce soir la publication de Meta après la clôture de Wall Street. Twitter, lui, deviendra-t-il la propriété d'Elon Musk ? Eh bien, on le saura vendredi. Rien de certain pour l'instant, mais on apprend que Twitter serait en train de développer son propre portefeuille de crypto, Valentin. Quelle semaine, effectivement, sur toutes les annonces, et celle-ci pourrait être l'une des plus importantes également. Mais de ces annonces qu'on attend de confirmation, il y a déjà quelques informations qui passent à travers le sablier et qui nous indiquent que Twitter est en train encore et toujours d'aller du côté du Web3 et de l'écosystème des crypto-monnaies. On se souvient, il y a quelques mois, quand ils avaient autorisé et ajouté cette option de donner des tips en crypto-monnaie, Bitcoin et Ether, à n'importe quel compte sur Twitter. Il y a quelques mois, les photos en NFT qui ont été proposées également. Donc, si vous avez un NFT, vous pouvez les mettre sur votre photo de profil et elles sont certifiées par la blockchain. Maintenant, c'est carrément d'avoir un portefeuille qui leur permettrait de faire des dépôts-retraits sur Twitter directement sans passer par MetaMask, Ledger ou d'autres choses. Donc, ça va vraiment dans cette dynamique. Ce sera accessible aux utilisateurs lambda de Twitter. Depuis l'application Twitter, effectivement, un petit peu. Et ça va dans le sens potentiel de Musk et de sa vision, que ça soit une application un petit peu comme WeChat où on puisse faire n'importe quoi, enfin tout depuis la même application. En tout cas, la direction du Web3, elle est vraiment au cœur des préoccupations de Twitter qui proposerait, a priori, d'ici quelques mois, en tout cas ils travaillent dessus, un portefeuille numérique implémenté à Twitter. Twitter qui serait donc en train de développer son propre portefeuille de crypto, on aura l'occasion d'y revenir, mais cet écosystème continue de tisser sa toile. En effet, on parlera tout à l'heure des stablecoins et Amaury de Tonquédec nous rejoindra pour les néophytes qui souhaitent comprendre de quoi l'on parle lorsqu'on aborde les stablecoins. Rendez-vous dans quelques instants. William O'Rourke nous accompagne également. Orwell, vous êtes prêts à répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs ? Toujours prêt. Alors on y va, on va essayer d'être très pratique parce qu'on en a des questions. Cette première question de Marius, on parle d'un accord à l'OCDE sur l'échange d'informations fiscales relatives aux cryptoactifs. Où en sommes-nous ? Alors ça, c'est quelque chose de très... On en parle moins que le métaverse, bizarrement, mais je peux vous assurer que ça aura un effet qui sera pas négligeable. C'est au moins aussi important, voire un peu plus. Voilà, en tout cas à ce stade. Pour les contribuables, les investisseurs, c'est quelque chose de très concret. On en avait déjà parlé.
il y avait eu des discussions au sein de l'OCDE, donc l'OCDE qui rassemble aujourd'hui quasiment l'intégralité des pays où il y a une présence significative en crypto, à la fois côté investisseur et côté opérateur, sur ce système de partage d'informations. C'est un processus qui prend des années. Là, on a franchi une étape importante puisqu'on est passé du stade de la proposition et de la discussion à l'adoption par le G20 d'une position pour vraiment mettre en place ce système d'échange d'informations. Je rappelle que le système d'échange d'informations fiscales, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans la finance traditionnelle et qui est extrêmement puissant puisque tous les États qui sont donc membres du G20, membres de l'OCDE, et en réalité ça va évidemment bien au-delà de l'OCDE, s'engagent à partager toutes les informations de nature fiscale à la demande ou même à pousser ces informations vers l'administration fiscale du client. Je prends un exemple très simple. Vous avez un compte chez Coinbase qui est par exemple en Irlande, pour ce qui est de la partie européenne. L'administration fiscale irlandaise va pousser vos informations, va dire voilà, Valentin a investi tant, a fait telle plus-value, à l'administration fiscale française de manière automatisée. Donc ça apporte une transparence au sein de l'industrie et de l'écosystème crypto qui sera absolument sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, les administrations fiscales, je le dis parce que c'est pas forcément très évident, doivent en cas de contrôle aller chercher l'information, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Et ça participe en fait plus globalement d'un grand mouvement de réglementation avec un alignement de la réglementation applicable au secteur du secteur crypto au secteur financier traditionnel et une approche de plus en plus mondiale. Je terminerai juste par un pari. Je pense qu'au sein de l'Union européenne, ça ira un peu plus vite. Parce qu'au sein de l'Union européenne, on a la capacité évidemment et on est une région fiscalement plus sensible que d'autres. Donc en tout cas, dans l'Union européenne, a priori bientôt, et au niveau mondial, à échéance 3-4 ans. On va rester dans la régulation avec cette question d'Agathe. Pourquoi un PSAN a-t-il été pour la première fois radié récemment par l'autorité des marchés financiers ? Oui, un PSAN a été le premier PSAN à avoir été radié par l'autorité des marchés financiers. Je sais que vous en avez déjà parlé, parce que c'est une news qui a en réalité un peu plus d'un mois. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ce PSAN a été radié et comment il a été radié. Et qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la situation des PSAN ? Il a été radié pour des manquements dans la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, le PSAN n'a visiblement pas fait ce qu'il fallait, ce que la réglementation exige de lui. Il a également été radié parce qu'il aurait perdu 300 000 euros de ses clients, ce qui est un peu plus, en tout cas un peu plus gênant à court terme, a fortiori pour les clients. Et l'AMF donc a radié ce PSAN. C'est pas une sanction, mais ça en a le goût, et la couleur, puisque ça a été une radiation extrêmement rapide. Moins de 4 mois entre le lancement de l'enquête de l'enquête qui n'est pas une enquête du coup et la radiation. Il y a une publication avec le nom de l'acteur. Donc l'acteur aujourd'hui n'a plus le droit d'exercer sur le territoire français, n'a plus le droit d'exercer en réalité puisque c'était un acteur français. Et ça montre une chose assez positive, c'est que le régulateur fait son boulot. Est capable de donner le PSAN à ceux qui le méritent, est capable de le reprendre à ceux qui ne le méritent pas, et c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie française et les épargnants français. Valentin ? C'était l'un des reproches qu'on pouvait faire au PSAN, d'être facile à accorder et faire un peu n'importe quoi avec. La sanction de la CPA et de l'AMF montre que ça peut se reprendre plus facilement que ça peut être donné pour les détracteurs. Exactement, et ça coupe la critique, qui est une critique qui a été reprise par certaines personnes dont on a tous en tête, qui disaient voilà, la France veut être une crypto-nation, mais faut pas que ça se fasse n'importe comment. La réponse, c'est que ceux qui font n'importe quoi ne sont plus dans la crypto-nation. Et donc un PSAN pour la première fois radié par l'AMF il y a à peu près un mois. Ambre, la DeFi, c'est cette question que nous envoie Ambre. La DeFi peut-elle être régulée ? Que nous apprend le rapport là-dessus de la Commission européenne ? Est-ce que vous pensez qu'un jour la DeFi décentralisée pourrait néanmoins être régulée ? Alors, elle sera régulée. Encore une fois, la question c'est comment. Et il y a en gros 2 grands chemins qui se présentent à nous. Et ce rapport est intéressant. Rappelons que la DeFi, c'est tous ces protocoles qui sont non-custodial, c'est-à-dire que l'opérateur ou le protocole ne détient pas les cryptos. Ce qui est un problème pour les régulateurs, parce que c'est des acteurs ou des protocoles, on ne sait pas trop exactement ce que c'est juridiquement, qui aujourd'hui échappent largement à la réglementation. Néanmoins, la DeFi, et on l'a vu récemment avec les histoires notamment autour de Terra Luna, des stablecoins, etc., est capable, malgré elle, ou en tout cas de bugger ou d'avoir des problèmes de fraude, ce qui du coup justifie une forme de réglementation. Aujourd'hui, il y a deux voies. Il y a une voie qui serait la voie dure, ce serait de dire on réglemente la DeFi comme les PSAN, et c'est tout à fait possible. Donc on applique la loi de manière stricte. Et il y a une autre voie, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la voie qui a été préconisée par la Commission européenne, c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus équilibrée et pro-innovation, avec de l'optionnalité,
Donc donner un cadre, mais sans forcément contraindre les acteurs à court terme. Vous les flattez pour qu'ils vous écoutent, là, William. Non, mais honnêtement, moi, c'est une surprise. Moi, alors, je suis peut-être un peu pessimiste, mais j'aurais plutôt parié sur une approche dure suite à tout ce qu'on a connu. Vous dites la Commission européenne est douce, elle va dans le bon sens, elle a compris. Vous souhaitez qu'elle vous écoute? J'ai besoin que la Commission m'écoute. Et qu'elle choisisse l'option la plus souple, en tout cas, sur la régulation de la DeFi. Je pense que c'est une très bonne, ça peut être une très bonne nouvelle. Voilà, encore une fois, tout doit être équilibré de toute façon, mais ça peut être une très bonne nouvelle pour l'Union européenne, surtout qu'on sait qu'il va y avoir des règlements européens sur le sujet qui vont être adoptés dans les années à venir. Vous aussi, vous trouvez que c'est chouette la Commission européenne, du coup, Valentin? Sur la capacité à réguler comme l'EPSAN, ça va être éminemment compliqué de par la nature décentralisée. Et je sais ce matin, à l'initiative de la DAN, que de nombreux protocoles DeFi étaient dans le bureau de Jean-Noël Barrot, notre ministre de la Transition du numérique, pour essayer avec ces acteurs d'aller dans le bon sens, réguler tout en persévérant dans les côtés innovation, surtout depuis que nos ministres ont poussé dans le sens de la hub Crypto Nation. Réguler sans empêcher l'écosystème de rester créatif et de pouvoir se développer, c'est aussi un enjeu de souveraineté. On va rester dans les questions et dans les cas pratiques. Cette question que les novices parfois se posent, qui sont tentés de se lancer dans l'univers crypto, qu'est-ce qu'un stablecoin? C'est l'expresso d'Amaury de Tonquédec, le point pédago du mercredi. Il est en train de s'installer. Si vous le suivez à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi à la télévision. Et le voilà s'installant d'un pas léger dans son fauteuil, Amaury de Tonquédec. Bonjour Amaury. Salut Guillaume. Salut Valentin, salut William. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qu'un stablecoin? Alors attention, parce que quand on dit stablecoin, on se dit tout de suite que c'est une crypto qui est stable, qui ne bouge pas. Or, c'est un abus de langage. Ça veut dire qu'elle est adossée à une valeur, à un actif qu'on va considérer, lui, comme étant stable. Par exemple, le dollar américain ou l'or, et le plus souvent, ça va être une monnaie fiat. Pourquoi utiliser ce type de crypto dite stable? Principalement pour combattre la volatilité du marché crypto. Par exemple, j'ai de l'Ether. Oui. J'achète de l'USDC, qui est un stablecoin indexé sur le dollar américain. On va dire que si je le vends maintenant pour $100 d'Ether en USDC, demain, j'aurai toujours $100 en USDC. Alors que le reste de mes Ethers, lui, aura certainement beaucoup fluctué, à la hausse ou à la baisse, et ça va pouvoir aussi réduire beaucoup de choses. Les frais de transaction, les délais de transfert et les intermédiaires. Et on peut même les faire travailler en les immobilisant dans des protocoles de finance décentralisée et gagner des intérêts. Quelques premiers avantages. On n'en a pas oublié quelques-uns, Amaury, là, sur les stablecoins. Pour les investisseurs qui se demandent à quoi ça sert, il y a un autre avantage qu'on peut quand même mettre en avant. Et oui, surtout en France, ça peut surtout réduire les impôts. En France, les stablecoins sont considérés comme des actifs numériques, comme les autres cryptos. Ce qui veut dire que si j'ai des bitcoins et que je décide de les convertir en stablecoin, je ne paierai pas d'impôts. En tout cas, tant que je ne les convertis pas directement en monnaie fiat. Voilà, c'est une forme de report d'impôt. Comment c'est possible? Techniquement, comment marche un stablecoin? Comme on vient de le voir, un stablecoin est adossé à un actif. Et selon les types de stablecoins, cette parité peut être garantie de différentes manières. On a ceux qui sont collatéralisés par des monnaies fiat, comme l'USDC par exemple, qui, on l'a vu, est adossé, indexé sur le dollar américain. Dans ce cas, quand la société émettrice du stablecoin émet 100 USDC, elle est censée avoir en réserve au moins $100 américains. Comme ça, avec ça, j'ai un ratio de 1 pour 1 et je peux passer de l'USDC au dollar et vice-versa. On a aussi ceux qui sont collatéralisés maintenant, mais par de la crypto. Oula. Mais vu que plus volatile, ça, oui. Voilà, vu que c'est théoriquement plus volatile qu'une monnaie fiat, le stablecoin en question va être surcollatéralisé. La société émettrice va devoir avoir en réserve une quantité plus importante que nécessaire de la crypto en question pour compenser sa volatilité. Si je prends l'exemple du DAI, qui fonctionne comme ça, pour émettre 10 DAI, la société aura en réserve au moins, non pas $10, mais $15. Car si le cours de la crypto déposée en collatéral s'effondre ou passe en dessous du seuil, en le déposant, on peut se faire liquider et perdre sa mise. Donc il faut surcollatéraliser. Voilà. Exactement. Pour éponger le risque de volatilité. Voilà, c'est ça. Et la collatéralisation de ce type de stablecoin peut être fournie par n'importe quel utilisateur. Elle est donc décentralisée, contrairement aux stablecoins collatéralisés par des monnaies fiat, par une seule société. Les stablecoins algorithmiques, on en a beaucoup entendu parler l'été dernier, notamment avec un certain nombre de douches froides. C'est quoi un stablecoin algorithmique? Juste pour ceux qui nous écoutent, qui nous rejoignent, qui se demandent à quoi servent les stablecoins, vous êtes en train de décrire les différents types de stablecoins et il y a ces stablecoins algorithmiques qui peuvent quand même ressembler à de méchants animaux vus de loin.
On va essayer de les apprivoiser grâce à vous, allez-y. Comme leur nom l'indique, c'est des stablecoins collatéralisés par des algorithmes, en fait, dont la collatéralisation c'est chaud. est garantie par un algorithme. En espagnol, on dit collatéralisation. Voilà. Allez-y. Donc l'algorithme en fait va ajuster la masse monétaire en fonction de l'offre et de la demande et non pas par une somme minimum bloquée en collatéral. C'est la catégorie la plus risquée et on l'a notamment vu avec l'UST qui s'est effondré après s'être désindexé du dollar en mai dernier. Les stablecoins, dessine-moi un stablecoin compliqué, il y en a plein. Il y a 3 profils de stablecoin et au sein de chaque profil, plein de stablecoins différents qui se font la guerre. Et dans cette guerre entre stablecoins, la hiérarchie est peut-être en train d'évoluer. Valentin, que se passe-t-il? Sur les 2 stablecoins que vous avez évoqués effectivement à Maurice, c'est ceux qui nous intéressent, des centralisés émis par Circle pour l'USDC et Binance pour le BUSD. Et effectivement, à une époque, on pouvait s'attendre peut-être à un flippening, à un dépassement de l'USDC, un flippening entre l'USDC et l'USDT qui est émis par Tether. Donc en gros, c'est 70 milliards pour l'USDT, 40 milliards pour l'USDC de Circle et autour de 20 milliards pour le BUSD. Et souvenez-vous, il y a quelques mois, l'hégémonique plateforme Binance avait décidé d'arrêter de prendre en charge certains stablecoins, dont l'USDC. Et on peut toujours déposer de l'USDC sur Binance, mais il est automatiquement converti en BUSD, donc le dollar de Binance. Et donc ça fait que la balance est en train de changer de camp, et peut-être que c'est le Binance USD, qui va d'abord surpasser l'USDC avant que l'USDC surpasse l'USDT. Les 2 continuent de grossir, l'USDC de Circle continue de grossir aussi, mais il y a une petite accélération ces dernières semaines de par ce gros changement, sachant que Binance est quand même la plus grosse plateforme d'échange et d'achat de crypto-monnaies. Le BUSD de Binance pourrait-il dépasser l'USDC? Eh bien, en tout cas, il est en train de se rapprocher, et on vit cela grâce à vous, nos experts crypto, et on aura donc appris à dire décollatéralisation en espagnol. Amaury, décollatéralisation. Exactement. Merci à tous les 3 de nous avoir accompagnés. Amaury de Tonquédec, l'Expresso, chaque mercredi, le point pédago si vous souhaitez découvrir cet univers et vous y lancer. Laurent Pignot nous accompagnait pour Zone Bourse, Valentin Demey, Crypto, et William O'Rourke, le cabinet d'avocats Orwell Avocat. On rappelle à ceux qui s'intéressent aux cryptos qu'il ne faut y investir que l'argent dont on n'a pas besoin. Tout cela reste très volatile.